très mal d'être dans l'incertitude, et que si lui était stressé, nous on était encore un peu plus que lui. Parce que lui, en plus, par-dessus le marché, son salaire est maintenu. Hein. Donc, bref, c'était une discussion sans fin. Il a fini par dire que, de toute façon, vu que la situation était bloquée entre nous, dans les prochaines heures, le groupe va prendre toutes les mesures, y compris légales, pour faire évacuer le piquet de grève et faire en sorte que les expéditions puissent reprendre. Ça ne veut pas dire qu'il va nous envoyer la police, parce que nous sommes dans une zone privée. La police peut éventuellement intervenir si nous bloquons des voies publiques, comme vendredi dernier la voie TGV, mais je pense, mais c'est qu'un avis, hein, je peux me tromper, je pense que dans les prochaines heures, un certain nombre d'entre nous allons avoir une convocation référée au tribunal de Thionville. Et si on est condamné, ben, ça peut être le fait d'être condamné à des astreintes journalières tant qu'on n'aura pas levé le piquet de grève. Mais c'est de bonne guerre, hein, je veux dire, c'est pas la première fois, ça sera pas la dernière. Si on est convoqué au tribunal, ben, ma foi, on ira ensemble. Je pense qu'il faut qu'on reste ensemble. Et si on est condamné, ben, on assumera ensemble. Toujours est-il que nous avons fini par dire que si le groupe n'avait pas encore compris que nous étions déterminés à aller au bout, ben, c'est qu'ils n'avaient encore rien compris au conflit. Et là, on leur ouvre une porte, quand même. C'est de dire, venez avec des propositions qui tournent autour de garantie d'investissement sur la pérennisation des outils, l'ensemble des outils, hein, parce que si on fait le point, on parle beaucoup de la filière liquide, mais je pense que de ce côté-là, les outils ne sont pas en bon état non plus. Et s'il y a un accord tripartite, ArcelorMittal, gouvernement, enfin État, représentant de l'État et organisation syndicale, ça peut être un bon début de discussion et ça peut effectivement peut-être apaiser la situation. Il a pris bonne note, il va en référer au niveau du groupe et il espère nous répondre le plus rapidement possible, mais il a quand même rajouté que notre demande lui paraissait bien difficile à atteindre. Donc voilà, pour nous rien ne change, la situation est toujours bloquée. C'est pas les 17 millions d'euros là qui vont débloquer, donc seulement 2 tout de suite, les 15 autres c'est au plus tôt dans un an, qui vont nous rassurer sur notre avenir. Voilà très brièvement ce qui a été dit aujourd'hui. Bon, moi je ne veux pas polémiquer, mais je vais quand même annoncer que, mais ça vous savez, la CFE-CGC est contre le blocage. Et puis d'autres, voilà, donc simplement que vous sachiez, parce que certains nous demandent comment se fait-il qu'ils ne sont pas là, ben, ils ne sont pas pour ce genre de mesures. On continuera à 3, le temps qu'il faudra, quoi. Mais voilà, je pense que il pourrait que cette semaine il se passe des choses, peut-être négatives si on est convoqué au tribunal, et peut-être positives parce que je pense que dans les prochaines heures, le préfet va certainement rentrer dans la danse, et j'ai cru comprendre que cette fois-ci, l'État va imposer des contraintes beaucoup plus sévères que ce qu'il avait imposé en octobre dernier concernant la PLT, parce que là, le groupe vient de déposer la demande de chômage partiel, on va la déposer, et donc l'État, entre guillemets, parce qu'il est fragilisé par la situation, hein, ils sentent bien qu'ils sont un peu à la dérive, et d'après ce qu'on nous dit, le préfet va rencontrer prochainement la direction pour lui imposer un certain nombre de choses. Et donc moi ce que et on est d'accord avec la CGT-FO, c'est que la demande qu'on a faite au niveau de la direction ArcelorMittal, on la fasse aussi remonter au préfet en disant n'accepter le chômage partiel qu'à condition qu'on obtienne les demandes qui nous ont été faites. Je ne sais pas ce que les uns et les autres en pensent, mais ça peut faire partie du débat, de la discussion. Mais si on n'a pas l'aval, enfin la garantie, la signature du gouvernement, nous, on n'a aucune confiance en Mittal, même s'il signe un document. Parce qu'il nous l'a prouvé par le passé qu'une signature pour lui c'est rien du tout. Ça ne dérange pas de se renier, et puis dans un an, dans 6 mois, il pourra toujours expliquer qu'il avait voulu, mais bon, il y a des oiseaux qui sont passés lui ont chié sur la tête, et puis il a été énervé, il a voulu aller voir ailleurs, quoi. Voilà, donc voilà la situation. On est toujours entre le marteau et l'enclume, on est toujours avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, et évidemment, nous sommes nous les méchants, parce qu'à cause de nous, beaucoup de gens vivent mal le stress de sécurité de rentrée, notamment hier soir, ce qui est complètement faux. Je veux simplement remettre l'église au milieu du village, parce qu'il se dit un tas de conneries et de mensonges sur notre compte, évidemment, et j'en profite que certaines oreilles qui sont ici pour faire remonter le message. Hier soir, on a fait comme aujourd'hui,
On a bloqué pour faire une prise de parole et expliquer la situation aux salariés. Les premières personnes qui étaient d'astreinte, qui sont de sécurité, sont venues nous voir à 20h30. Nous demandant si elles pouvaient rentrer parce qu'il fallait maintenir les outils en sécurité. On leur a donné notre accord, évidemment, à condition qu'il n'y ait pas en plus 50 personnes à chaque fois. Mais nous avons aussi des directions et certains directeurs qui sont extrêmement zélés. Et donc nous avons une dame, je vais la citer, j'aime pas ça, mais là, elle pousse le bouchon trop loin, qui s'appelle Anita Bonnard, qui a cru bon venir ici faire son petit numéro, quoi. Et au lieu d'apaiser la situation, elle n'a fait que l'aggraver. Et du coup, on s'est un peu fâché, on a dit, ben si c'est comme ça, Madame Bonnard, on vous répète que nous sommes chez nous, n'est-ce pas Bernard? Qu'elle n'est plus directrice de rien du tout, et que c'est nous qui décidons de qui rentre et qui rentre. Ils sont mis, la direction a mis sous cocon. Bon, on a échangé quelques amabilités en face, mais bon, toujours est-il qu'aux alentours de 21h15, 21h30, les gens ont pu rentrer, les gens qui étaient de sécurité. Mais je vais simplement rappeler, parce qu'elle raconte aussi un tas de saloperies sur notre compte. Je vais quand même vous dire qui est cette dame. Et lorsqu'on dit que le verre est dans le fruit, je vais vous le montrer par l'exemple. Cette dame, elle a un mari, elle a le droit, hein, qui est un des cadors qui travaille au Luxembourg. Et c'est lui qui dispatche l'ensemble des commandes de packaging Europe. C'est lui qui décide s'il faut les envoyer en Espagne, à Liège ou à Florange. Et en même temps, c'est là où on dit qu'il y a un conflit d'intérêts, cette dame explique le fait qu'on n'ait pas beaucoup de commandes de packaging ici à Florange. Elle explique que, parce que le colis Lorrain est trop cher, donc il est normal qu'on envoie les commandes ailleurs. Donc simplement, elle n'est pas la bienvenue pour nous donner des leçons, et encore moins des leçons d'éthique. Parce que si elle avait une éthique, elle démissionnerait de son poste et on lui demanderait à aller travailler ailleurs dans une autre situation. Il y a elle qui est patronne du packaging, il y a son mari qui est cadre de l'ensemble des commandes de packaging. Je pense qu'il y a un conflit d'intérêts. C'est la même situation pour M. Orsoni. M. Orsoni est patron de Dunkerque et en même temps il est président de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine. Donc c'est aussi notre patron. Donc là aussi il y a un conflit d'intérêts. Donc quand on dit que le verre est dans le fruit, nous, Florange, on n'est pas aidés, même pas par les nôtres, quoi. Je ne voulais pas en arriver là, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra le mettre sur la place publique, il faudra dénoncer l'attitude des uns et des autres, en tout cas des unes et des autres. Et là, à un moment donné, il faudra peut-être demander aussi des comptes. Parce que c'est pas avec cette dame à la tête du packaging qu'on va sauver le packaging. Et ça, il fallait le dénoncer. Et je le dis, elle s'appelle Madame Anita Bonnard. Et nous, ça fait 5 ans qu'on dit ça. On a kidnappé. On vous dit à vous ce qu'on a dit à Renaudin. Il n'y aura plus de fabrication, vous serez avec nous à la MPE. Là, viens avec nous à la lutte, là, avec les camarades. Là, tu peux venir. Parce que Bon, sinon, on a plus de boulot. remontez le message à tous les patrons que vous êtes là, parce que vous avez aussi votre mot à dire. Remontez les messages en disant. On discute, c'est ce que je vous dis, il y a de l'échange. Apporter des réponses aux revendications, on ne demande pas la lune, vous allez voir que très vite on enlève le piquet de grève, très vite. J'ai écouté vos revendications. Du travail. Pas du pipeau, on veut du travail, nous. On en a marre de vos discours là, qui tiennent pas la route, là. On s'en fout de ça, on veut du boulot, nous. Vous avez compris? On veut du boulot. Ouais. Bon, écoutez, je vous remercie. J'ai bien entendu votre message. Je vous souhaite une bonne journée. C'est du boulot pour tout le monde. Seulement, ils sortent un peu moins dans les poches. Aujourd'hui, la problématique est là, vous le savez très bien. Vous voyez, moi, la journée, c'est bien les magouilles. Non, mais la confiance. Comment vous voulez qu'on ait confiance? Ça fait déjà 2 fois qu'ils nous bananent. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Le mémorandum, Liège, il a signé un accord. 48 heures après, il annonce la fermeture. Un accord dans lequel il dit on démarre. Je démarre. Pour essayer de 45 personnes, 48 heures après, il dénonce l'accord et il ferme. Comment voulez-vous faire confiance à l'ASCAR pareil? Si Dieu le veut. Mais peut-être qu'il le veut, peut-être qu'il ne le veut pas. Hein. Comme ça, là. Oh Dieu.
15 millions d'euros. Ils ont dit que ça m'a prévu. Nous, on veut pas. Non. Mais ok, alors. Mais si on n'a pas aujourd'hui, prenons ce scénario-là. Prenons ce scénario. Ok. Imaginons que c'est très compliqué, alors on n'a pas de date. On ne va pas nous dire que ça sera le 28 mars. Mais si à partir du moment où on développe une enveloppe de, j'en sais rien moi, à estimer, je ne connais pas le montant nécessaire, on nous parle le montant global, 240 millions d'euros. Mais ça peut se faire pour toute l'usine. Mais ça peut se faire voilà, on ne dit pas. Mais si d'entrée on investissait dans la série, la coulée continue, le 15 millions du l'amélioration, l'agglomération, on se dit tiens, l'État ne va pas lâcher 50, 60 millions d'euros pour fermer demain. Ça peut déjà nous rassurer. 32 millions, c'est peanuts. Ça peut déjà nous rassurer. S'il y avait ça, ça peut déjà nous rassurer. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti de problème. Mais il faut qu'il y ait un signe substantiel comme quoi il a vraiment envie. Il n'y a pas de. Nous, ce qu'on craint, c'est qu'il y ait un plan foireux de fermeture définitive. Voilà. Et je dirais, la certitude qu'il y a une date de redémarrage vous inscrit dans cette croyance. Ah oui. Donc, mais le problème, si vous voulez, c'est est-ce qu'on peut l'imaginer? Est-ce qu'on peut imaginer? Il y a une vraie incertitude, une vraie incertitude. Est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement on arrête temporaire? On peut. Écoutez, si on est arrêté de toute façon, c'est obscur. Si on nous a dit que c'est conjoncturel, on nous avait déjà fait le cours 2009, je ne sais pas là, on s'est dit bon, effectivement c'est peut-être conjoncturel. Mais là, un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres. Et Thierry Renougal, pas la presse, mais nous avait dit, tu te rappelles, que si on il y démarre a pas au de deuxième très trimestre, fortes probabilités on qu'on démarre démarre pas au pas. troisième ni au quatrième. Parce que tout le monde sait que les premiers et deuxième trimestres sont les meilleurs. Ah de voilà, l'année, traditionnellement. Voilà. Donc pourquoi on nous laisse miroiter un éventuel démarrage au troisième trimestre alors qu'on sait que le troisième trimestre c'est la période estivale et qu'en règle générale c'est pas là qu'il y a un regard de commande. On prend les gens pour les imbéciles, c'est tout. Voilà, c'est clair. C'est clair. Et au jour d'aujourd'hui, quand on regarde sur la baie des Nord, on l'a dit et on le redit, au jour d'aujourd'hui on est pratiquement à saturation. Le haut fourneau de Dunkerque, le 2, il est plus qu'à bout de souffle. Donc il pourrait l'arrêter, le rénover. Ça permettrait à Florange de redémarrer. Aujourd'hui on a fait un choix différent. De telle façon à ce que si nous on redémarre, après ils sont embêtés avec le HL2 de Dunkerque. Donc après, quand on en revient le 2 ou le 3, bon peu importe. Après on en revient à ce qu'Edouard a dit. Après il commence à y avoir des conflits d'intérêts. Quand on apprend que le président d'Amal, c'est aussi le patron de Dunkerque, on commence vraiment à se poser des questions. Quand on voit ici que la dame qui s'occupe du packaging, son mari, il est à Luxembourg, il s'occupe aussi des commandes. Vous voyez, c'est tout un ensemble de choses qui vraiment commencent à peser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on ne redémarre pas aujourd'hui, on se pose quand est-ce qu'on va redémarrer? Dans la continuité, on parle de coût de revient de la fonte produite. Vous savez que le HF3, le plus petit au fourneau de Dunkerque, qui est allumé, si on sépare le coût de production de la fonte au HF3 de Dunkerque, ils sont plus chers qu'à Florence. Donc ils ne peuvent même pas le justifier de façon économique. C'est vrai que l'ensemble du site avec les 3 fourneaux fait que le coût moyen de la fonte est moins cher, mais si on sépare le HF3, le coût de production est plus cher que nous. Parce que tu donnes les 50 € de tonne, ils sont là. Mais attendez, les 40, 50, c'est le coût du transport. Et descendre des bras et remonter du coq, ça coûte pas cher ça. Ben voilà.